Salut Baba, ça va, tu m'entends? Salut, ouais, nickel. Super. Dunky, je t'ai invité à parler normalement. Faut que tu acceptes pour que tu puisses passer intervenant. Faut juste que tu acceptes. Je sais pas si tu m'entends. En gros, faut juste que tu acceptes l'invitation pour être intervenant et on est bon. Donc on est bon. Salut Dunky, ça va? Bon les gars, petit Salut, bug Dunky. encore. Chaque fois je galère avec mes lancements, je lance le truc, il se coupe. Du coup, faut que je relance à chaque fois. C'est un enfer. C'est pas GG la technologie de Monsieur Elon Musk là, hein, sur les Twitter Space là. Souvent ça bug là. Tu lances le truc, ça coupe. Du coup, il faut en recréer un. Bon, désolé les gars. En tout cas, c'est cool, vous êtes là. Tout le monde nous entend bien? Ça a l'air, ouais, nickel. Ok, super. Bon, et ben les gars, je suis content de vous avoir. Baba, Dunky, bienvenue dans le Drogo Show numéro 2. Ça me fait très plaisir de vous avoir avec moi sur mon deuxième talk. Je suis très content. Je vais faire une petite présentation pour ceux qui écouteront le talk plus tard. Donc, allez, on commence par Baba, c'est le plus jeune. Donc, Baba, comment on pourrait le décrire nous professionnels, débutants de haut niveau. Tu l'as dit. Ah, l'enculé. Non, Babavos, c'est quand même un petit peu une légende du TCG, là, quand même, depuis que tu es arrivé dans le jeu, tu domines le ladder. Légende, je sais pas, quand même pas, mais. Bon, tu as une belle réputation, en tout cas, en tant que dominateur du ladder depuis quelques mois. Je pense que tu es celui qui. Dunky est pas trop mal non plus. Oui, non, t'inquiète pas, je vais le présenter, t'inquiète pas, je vais le présenter après, t'inquiète pas, il aura aussi ses éloges. Mais je pense qu'à l'instant T, Dunky pourra me contredire après, tu es celui qui a le plus occupé la place de numéro 1 sur le ladder, je pense, depuis le début du jeu, je pense. Dunky, je pense, est juste derrière. Après en fait d'armes, tu as quoi? T'as victoire autonome, c'est ça, sur la deuxième journée? Yes, sur le dimanche, ouais, la journée du dimanche. Et OHL, tu finis quoi, dans le top 16? C'est ça, de mémoire? Je crois que j'ai fini soit 9ème, soit 11ème, un des deux. Il me semble, je ne me rappelle plus exactement. Donc top 12 alors. Ok, bon, t'as mieux. Ouais. Ok. Bon bah super. Donc voilà, et puis surtout c'est que tu t'es lancé dans le streaming là, t'as lancé une chaîne de streaming. Yes, récemment. Tu veux un petit peu il y a 2-3 semaines. Tu veux la présenter un petit peu? Ouais, c'est une chaîne basique. Hein. Je me montre en train de jouer, puis j'explique mes moves, mes stratégies, et voilà. Et puis j'invite aussi des gens à venir pour discuter en stream. Donc voilà, rien de bien compliqué. Ok, super. Bah écoute, on souhaite la réussite à ta chaîne de stream et puis que ça marche bien, quoi. Bon, je passe à Dunky. Dunky, comment le présenter? Alors Dunky, j'ai envie de le présenter comme joueur, compétiteur et collectionneur, parce que tu as quand même fait partie de ceux qui ont une des plus belles collections, je pense, de cartes du jeu. Hein. Je pense pas que tu me contrediras là-dessus. En termes de palmarès, numéro 3 OHL, hein, quand même, ouais. Belle perf. Non, à ton nom, t'avais pas fait de podium. Non, pardon, dis-moi, hein, si tu me corriges si je me trompe. Et puis, attends, sur le ladder aussi, quelqu'un de très solide, hein, parce que je pense que tu me diras hein, si tu es d'accord avec ça. Je pense que tu es le deuxième hein, sur le ladder en termes de temps passé sur le podium. Je pense que Baba est premier. Hein. Ouais. Alors, sur le podium, je pense qu'il est premier quand même. Ça dépend avec le podium, ça fait une double en temps ou pas. En numéro 1, je pense que c'est Baba, mais en temps de podium en conclu, c'est-à-dire si on prend le top 1, top 2, top 3 confondus, je pense que c'est Dunky. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais. Et j'ai envie de le dire, parce que ça c'est quand même une perf incroyable que nous a fait notre ami Dunky. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le seul qui a réussi à mettre 3 comptes sur le podium. 3 comptes lui. Récemment, et Baba qui l'a fait. Ouais. Non, t'as fait 2, Baba. T'as fait les 3. Non, j'ai fait les 3. T'as fait les 3? Ah, je l'ai pas vu. Ok, ça a dû être furtif. Ouais. Il y en a un qui a dû se faire chasser rapide et t'as eu 2 qui sont restés. J'ai vu qu'il y en avait 2. Ça dure jamais longtemps. Il n'a pas le même pseudo, donc. Mais d'accord. C'est sûr que ça dure jamais longtemps. D'accord. Ok, donc du coup, toi aussi, t'as vérifié la perf. Ok. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 2 invités solides aujourd'hui pour parler de Cross the Edges. Ok, donc fini les présentations, on va un petit peu attaquer le cœur du débat. Donc aujourd'hui, je vous ai invité, c'est pour parler de plusieurs thématiques. D'abord, on va parler un peu de on va commencer par la thématique free-to-play. Pour vous, est-ce que CTA, Crazy Edges, est-ce qu'on peut classifier... Alors le TCG pour l'instant, parce qu'on ne peut pas parler des autres jeux vu qu'ils ne sont pas encore sortis. Il y a Arise qui va sortir dans quelques mois, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment en parler parce que c'est pas du tout sorti. Est-ce que pour vous, le TCG est un free-to-play? Alors, qui veut parler en premier? Je sais pas, Ben, qui tu veux commencer ou...
Comme Moi, tu c'est veux, rapide. Vas-y, bah, je te commence. Ouais, bah, free-to-play. Bah, alors, bien sûr, on peut jouer au jeu gratuitement. C'est la base du free-to-play. Après, il y a free-to-play et free-to-play. Est-ce que jouer juste comme ça, il y a jouer juste de façon récréationnelle, donc ça on peut le faire gratuitement, effectivement. Par contre, jouer de façon compétitive, aujourd'hui, un free-to-play, c'est encore un peu compliqué. Dans le sens où, bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu des 740 statiques, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Alors j'ai vu une 715, j'ai vu un gars avec une Shadow S-Foil 715 statique. Ça m'a fait halluciner. Ah oui, j'ai une Solis Foil aussi statique. Alors pour ceux qui savent pas de quoi on parle, en gros, donc Dunky fait référence au fait que les cartes statiques, ce sont des cartes que l'on obtient gratuitement dans le jeu. Et donc souvent on les obtient avec des shards. Donc il y a une chance très très minime quand on assemble une carte avec des shards en statique d'avoir une carte de très forte puissance, comme par exemple une 700+. Et du coup, c'est ce qui rend du coup la tâche très difficile pour un free-to-play au jour d'aujourd'hui de pouvoir être compétitif, parce que bon, a priori, je pense pas que vous me contredirez, mais pour être compétitif aujourd'hui, c'est quand même bien d'avoir au moins une carte 700+. Et encore, ça allait de moins en moins, je trouve, quand même, si vous regardez bien. Avant, c'était... Ouais, bien sûr. Il en fallait plusieurs. Il y a plusieurs sujets. Oui, parce qu'il y a le fait de dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir que des 740 pour gagner? Ça, je pense qu'on sera d'accord pour dire que non. Même si forcément c'est de l'optimisation, mais je pense pas que ce soit indispensable. Par contre, oui, est-ce qu'on a, en tant que joueur free-to-play, on peut réussir à récupérer assez de cartes pour avoir des bons decks solides? Aujourd'hui, ça me semble un peu compliqué pour l'instant. Tout à fait. Avec le design actuel des cartes statiques, c'est très compliqué. Ouais. Bavos, qu'est-ce que tu dirais toi là-dessus? Bah, je suis un peu de l'avis de Dunky. Les cartes statiques, elles sont assez dures à récupérer à l'instant T. Maintenant, je pense que le free-to-play, il est en bonne voie, ouais, et que ça devrait arriver, et que la nouvelle, le nouveau gameplay qui est arrivé le mois dernier, il est quand même, il aide beaucoup quand même au free-to-play, notamment avec le plus 200, moins 200. Je sais que j'ai déjà fait un deck où j'ai réussi à stagner en haut du ladder. Donc un deck avec que des 560, 550, des mid-range, et j'arrive à stagner. Donc en fait, pour moi, un free-to-play, il peut quand même faire quelque chose avec des plus petites cartes et essayer d'aller toper des shards et pour les revendre. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Disons que ça va être un peu laborieux. Et ensuite, voilà, c'est assez long, mais en tout cas, on est en bonne voie et je trouve que c'est quand même faisable. Donc en fait, il y a une question de temps quand même. Donc on peut dire qu'actuellement, je pense que c'est un free-to-play, mais aujourd'hui, on va dire que même si c'est un free-to-play, aujourd'hui, si tu veux être compétitif, c'est quand même plus facile forcément quand on achète des cartes, ce qui est un peu logique. Ouais. Mais pour quelqu'un qui voudrait être compétitif sans mettre la main à la poche, c'était complètement possible avant la première mise à jour, avant la mise à jour là, qu'il y a eu récemment. Ça devient de plus en plus possible aujourd'hui, mais ça reste quand même compliqué. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, historiquement, c'était très faisable au tout début du jeu, parce qu'au tout début du jeu, on avait tous les mêmes cartes. Tout à fait, avant le craft. On avait tous les mêmes cartes, et en plus, on gagnait des cartes à chaque partie. Donc, en free-to-play, tu pouvais te faire une petite collection et jouer avec. Donc, au début, parce que c'était vraiment free-to-play, sachant qu'il fallait un pack au début, tu vois. C'est ça aussi la question. Non, au tout début, au début de la bêta ouverte. Ouais, au début de la bêta ouverte, yes. On pouvait gagner quelques ultra rares. Ça a vite été supprimé. On pouvait pas gagner de mythique en rewards. Je me souviens qu'il y a eu des events, notamment le fameux event avec Locke, où on pouvait gagner des ultra rares. Et on pouvait même gagner des ultra rares qui étaient déjà power-up. Je sais pas si vous vous souvenez de cet event-là, pour ceux qui l'ont fait. Là, c'est les OG, là. Là, on parle entre OG, là. Ouais, c'était l'event de Noël, je crois. L'event de Noël avec la Locke, je me souviens qu'on pouvait gagner une ultra rare, par exemple, de rang 5, et il n'y avait plus qu'à l'éveiller. Donc c'est vrai qu'au tout début, mais en vrai, moi j'ai envie de dire oui et non. Parce que au tout début, ok, on pouvait avoir des cartes 700+ avec un peu de chance, sans mettre la main à la poche. Mais il fallait plus de grosses cartes pour être compétitif qu'actuellement. Vous en pensez? Ouais, clairement. Bah, le plus 200, moins 200. Ouais, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut jouer des plus petites cartes et varier un peu plus le deck. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, le TCG évolue vers un accès plus facile pour les free-to-play. C'est-à-dire que ça se démocratise plus pour les gens qui voudraient
Je pense pas. Donkey, on va voir sur quoi ça évolue aussi, parce que ça parlait à un moment de craft de statique. Donc effectivement, si on évolue de façon à ce que les joueurs free-to-play puissent avoir de meilleures cartes directement, sans avoir à payer, effectivement, on va arriver vers quelque chose de plus compliqué. Après, ça va se poser la question, parce que forcément, est-ce qu'on veut autoriser les statiques en ranked pour pouvoir les jouer, parce que quelle devient la valeur des NFT si tout le monde peut avoir des grosses cartes. Donc après, ça va être un équilibrage à faire de rendre les grosses cartes accessibles au free-to-play sans que ça dévalue non plus la valeur des assets de tout le monde. Il me semble que la solution, elle est plus ou moins trouvée à l'instant T, puisque si on regarde bien, moi je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, avant, il y a eu une période, je me souviens, où pour pouvoir être sur le ranked, il fallait obligatoirement des NFT. C'était pas les statiques, de mémoire, ça n'a pas duré longtemps cette histoire. Et aujourd'hui, on peut jouer les ladders et avoir les récompenses de ladder avec des cartes statiques. Il n'y a pas l'obligation NFT. Par contre, rappelez-vous, au HL, pour participer au HL, on était obligé d'avoir des NFT. Donc a priori, il pourrait partir sur un modèle où le ladder, qui est une sorte de compétition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est pas mal, parce que du coup, le mec qui veut commencer à faire de la compétition en free-to-play, il peut s'y essayer quand il veut. Par contre, si le gars il veut commencer à aller chercher des vrais prix, par exemple avec du cash price ou on commence à avoir des récompenses plus importantes, là, a priori, il faudra des NFT. Donc ça peut être la solution intermédiaire entre les deux, non ? C'est un bon modèle. Baba, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Écoute, un peu la même chose que vous. Moi, franchement, je ne vois pas quoi rajouter là-dessus. Moi, je dirais qu'idéalement, ce serait bien qu'il y ait plus de tournois peut-être à ce moment-là, pour valoriser un peu plus. Forcément, mais s'il y a plus de tournois maintenant, il y a aussi une plus petite charge de travail pour d'autres choses à côté. Donc, est-ce que c'est vraiment le moment de lancer beaucoup de tournois ? Même si je suis le premier à vouloir plein de tournois. Mais est-ce que c'est le bon moment ? Alors, je dis pas qu'il faut faire ça maintenant, mais je parle sur le long terme, tu vois, avec un modèle qui satisfasse les possesseurs de NFT, qui soit avec un jeu qui soit accessible au free-to-play, et puis que ça favorise une adoption et le développement du jeu de la communauté. Mais oui, à l'instant T, je pense pas que ce soit nécessaire de lancer des tournois maintenant, c'est clair. Mais je parlais plus, vous voyez, la direction vers laquelle ça a l'air de vouloir aller, et est-ce que ça pourrait donner quoi. Ouais. Après, il faudra trouver, si c'est le cas, un équilibrage des rewards, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de rewards qui sont donnés sur le ladder. Et donc, si tu rajoutes des tournois, c'est des rewards en plus. Voir comment tu peux équilibrer tout ça, c'est un autre problème encore. Ça, on en parle après. Si ça ne te dérange pas, Ouais. on garde tout le deuxième point du talk. On reste sur le free-to-play. Donc, vous êtes d'accord finalement pour dire que c'est un jeu free-to-play, mais forcément, pour être compétitif, c'est quand même plus facile si on met un peu la main à la poche. Mais c'est pas obligatoire. Ça l'est de moins en moins en tout cas, et ça risque de l'être de moins en moins avec le craft des cartes en statique. Donc c'est vrai que techniquement, on va vers un jeu qui devient de plus en plus free-to-play, aussi bien pour découvrir que pour la team. On va arriver sur ce qui se fait beaucoup dans le Web 2, c'est le pay to fast, où finalement n'importe qui peut être compétitif, mais soit tu mets de l'argent, soit tu mets beaucoup de temps pour rattraper les fausses heures. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelques SA qui ne sont pas forcément accessibles en free-to-play, notamment la SA Watchdog. Bon, ça, j'imagine c'est une situation un peu temporaire, parce que voilà, je pense que c'est une situation un peu temporaire, mais j'imagine qu'à terme, le but c'est que tout soit accessible au free-to-play, soit directement en payant, soit en jouant un petit peu. Donc ouais, on partirait finalement sur un modèle assez connu dans le Web 2. Quoi. Donc c'est vrai qu'au début, il y avait quand même... De toute façon, comme le disait Baba tout à l'heure, le fait qu'il y ait eu le redesign, la mise à jour là, avec le plus de 100, c'est vraiment le plus de 100 en fait, qui a vraiment permis de réduire le coût d'entrée pour un joueur compétiteur, je trouve. Puisqu'aujourd'hui, allez, tu fais l'effort d'acheter une carte 730 plus, et puis derrière, avec que des cartes aux alentours de 650 et des petites cartes, les cartes 650, elles coûtent vraiment pas cher, elles sont assez faciles à crafter. Je veux dire, tu peux avoir un deck vraiment compétitif avec une somme très raisonnable aujourd'hui, honnêtement. Et même en statique, les 550, 560, elles sont faciles à aller chercher en statique avec les shards. Donc, ouais, même si c'est assez random, c'est possible. Donc ça c'est quand même. Donc du coup on peut dire, parce que c'est vrai que quand on regarde, alors ça va faire la transition. Quand vous allez sur le white paper de Cross the Ages et qui parle du TCG, il le présente comme un jeu free to play.
Et par contre, il n'y a aucune mention concernant si c'est un jeu play to earn ou play and earn, comme il y a eu à un moment donné une appellation qui était voulue par la team de différenciation. Donc là, on va partir plutôt sur le play to earn. Pour vous, c'est quoi un play to earn déjà? Vas-y, Dunky. Vas-y. C'est un peu difficile finalement à différencier les deux. Moi, play to earn, c'est vraiment quelque chose où à chaque partie que tu joues, on te donne quelque chose, une reward financière. Là où le play and earn, t'as pas forcément, t'as pas de garantie, quoi. Potentiellement, si tu joues bien, tu vas avoir des rewards, mais t'as pas vraiment de garantie. Ça doit pas être la motivation première de jouer. Même si, voilà, mais ça peut arriver, on va dire. Je sais pas si c'est une définition qui vous paraît cohérente. Tu définirais ça comme ça, toi? Toi, Baba, moi j'ai fait un petit peu de recherche. Après, ouais, moi aussi, j'ai un peu de recherche de mon côté, mais ça reste quand même assez flou, hein, la définition, la différence entre les deux. C'est pour ça que j'ai préféré laisser Dunky parler en premier, mais j'avoue qu'à l'expliquer, c'est pas facile. Donc vas-y, dis-nous, fais-nous part de tes recherches, Baba, pour voir ce que tu as eu. On va voir si on... tu veux que je te lise l'article que j'ai sous les yeux? Enfin, ce que tu as trouvé comme info et comment tu vois c'est intéressant. Ok, donc là ce que je vois c'est que le play to earn, c'est donc les joueurs peuvent obtenir des actifs qui ont une valeur réelle, qui peuvent ensuite être achetés et vendus sur le marché. Donc ça pourrait être les cartes qu'on top par exemple au ladder ou même les boosters, que ce soit en flex tout en haut du ladder. Et le play and earn définit ça comme si les joueurs ne deviennent pas nécessairement propriétaires de la même manière que dans le cas du play to earn, mais ils acquièrent un pouvoir d'achat en obtenant des récompenses sous forme d'articles tangibles tels que des cartes cadeaux. Voilà, c'est ce que j'ai là. C'est ce que tu as trouvé comme information? Ok. Alors, moi c'est marrant, j'ai pas trouvé d'infos sur le play and earn. J'ai pas vraiment trouvé. Par contre, sur le play to earn, j'ai trouvé. Et surtout, ce que j'ai appris en faisant mes petites recherches, c'est que le premier play to earn historiquement, ça s'appelait CryptoKitties. Je sais pas si vous connaissez. C'était un jeu avec des petits chats qu'il fallait un peu faire s'accoupler pour avoir des chats plus ou moins rares qu'on pouvait revendre. Donc du coup, le play to earn vient surtout du fait qu'il y a forcément des assets qui sont crypto. Donc on peut gagner soit un token, soit des NFT qui du coup, on va pouvoir, si on veut, souhaite le revendre. Et donc du coup, il y a toute une économie derrière. Et il y a aussi un truc qui est quand même important, c'est moi que je remarque, c'est que le play to earn, la motivation quand même principale reste souvent la spéculation et le gain financier avant le plaisir. Chose que j'ai l'impression qui est dans le Move and Earn, essaye de faire un compromis entre un jeu plaisir et un jeu avec un intérêt financier, des gains financiers suite à tes performances. Vous voyez la différence un petit peu ou pas? Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment parce que je sais pas, le fait de prendre du plaisir à jouer, je pense que vous pouvez l'avoir dans un play to earn de la même façon qu'un play and earn. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut vraiment séparer le gameplay du modèle économique qui est autour. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu du mal à définir vraiment un play and earn parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus on retourne vers un modèle play to earn où finalement à chaque partie qu'on fait, on gagne des rewards et finalement c'est un modèle qui marche bien, donc c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose de retourner vers ce modèle-là. Est-ce que la volonté de se différencier, est-ce que la volonté à un moment donné, alors j'ai demandé à Rodo qui est auditeur et qui est là, j'ai demandé, la team n'a pas encore écrit d'article dessus, mais compte à un moment donné se positionner là-dessus, donc il n'y a pas encore eu un positionnement officiel et clair dessus, en tout cas eux peut-être qu'ils l'ont officiellement au sein de l'équipe, mais ça n'a pas été dit officiellement aux joueurs, et du coup moi, je vous dis comment je le perçois en ayant fait une petite recherche, parce que c'est tout récent, hein, les pay to earn, ça a quelques années. Mais, on est souvent les jeux Web 3, on est quand même sur des jeux qui sont moins qualitatifs que le jeu Web 2, et la motivation, souvent les gens viennent avant tout pour gagner des choses qu'avant de s'amuser. Et j'ai l'impression que le fait de vouloir se différencier de ça avec le play and earn, c'est peut-être pour diminuer, même si tu as raison, pourquoi pas le play to earn, au bout d'un moment, ils vont redevenir des jeux très plaisants avec un gameplay qui sont aussi bien dans le Web 2. Donc est-ce que l'intérêt de se positionner comme un play and earn plutôt qu'un play to earn, ce serait pas un moyen justement
de sortir de cet amalgame des jeux qui sont pas forcément intéressants, mais qui sont là uniquement pour gagner de l'argent. Et du coup, essayer de joindre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un jeu plaisant du Web 2 avec l'intérêt financier du Web 3. Est-ce que ce serait pas ça, finalement, la recette magique, un peu? Ouais, bien sûr. Bah non. Du coup, avec ton recherche, tu arrives à quelle conclusion, pas? Ouais, bah écoute, ça reste assez flou, hein, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après, bon, il y a peut-être aussi d'autres raisons qu'on ne sait pas encore et qu'on apprendra dans le futur, mais ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Vous voudriez voir quoi de ces terres? Finalement, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme jeu? Un free-to-play, play-to-earn, un free-to-play, play-and-earn? Votre jeu idéal, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous Bah, aimeriez? l'idéal, c'est un free-to-play, c'est que tout le monde puisse jouer au jeu. Après, il faut pas aussi oublier qu'on est dans le Web 3 et qu'on a des assets et il faut pas que des changements de gameplay, des changements de tout ce qui entoure le jeu viennent dévaloriser les cartes ou tout ce qu'il y a, bah, toutes nos assets, quoi. C'est ça le gros problème aussi de jouer dans le Web 3. Ça rend difficile, ouais. Mais oui, idéalement, je suis d'accord aussi. Idéalement, un jeu qui soit accessible à tous et que alors moi, ce que j'aime bien dans un jeu, c'est que tu puisses être complètement nouveau, installer le jeu et direct être compétitif et tu vois, et tirer ton épingle du jeu si tu es assez bon. Alors, bien sûr, si les autres ont des années d'expérience, tu vas être désavantagé, mais tu peux rattraper, quoi. Et pour moi, ouais, aujourd'hui, c'est un peu ce qui me manque peut-être, de pouvoir créer un compte et direct être vraiment compétitif. Tu vois, un peu comme League of Legends, tu installes, tu joues, et ok, t'as pas tous les persos, mais tu peux être compétitif avec les persos de base directement. Et oui, là, c'est un équilibre difficile à trouver de à la fois rendre n'importe quel joueur compétitif sans investir et en même temps donner de la valeur aux assets. Ah, c'est une recette difficile à trouver, hein, c'est clair. Mais il peut y avoir des choses. Moi, j'imagine bien, par exemple, un mode qui était prévu au départ un peu en mode draft. Ouais, j'avais entendu parler de ça aussi. Tu vois, un joueur, n'importe quel joueur qui serait débutant pourrait bon, probablement payer une entrée, ce serait peut-être pas un mode gratuit pour le coup, mais payer une entrée dans le mode. Et là, ta collection, peu importe la collection que tu as, tout le monde est à pied d'égalité. Tu as un draft, on te donne des cartes, tu choisis ta SA, tu choisis comment tu fais ton deck à partir des cartes qu'on te propose. Tout le monde est à égalité. Bon, bien sûr, il y a une part de RNG avec les cartes que tu vas recevoir, mais derrière, tout le monde s'affronte sur un pied d'égalité. Et après, tu as des rewards en fonction de comment tu as performé avec. Ouais, draft, moi j'ai connu ça dans Magic, c'est tu ouvrais un booster, chacun ouvrait un booster, tu ouvres, du coup dans les boosters, il y a toujours un même nombre de cartes en termes de rareté, de communes, de Unco, de mémoire dans Magic, là ça fait très longtemps tout ça. Donc du coup tu ouvrais à ton booster, tu choisissais une carte dedans, tu passais à ton voisin et ainsi de suite. Et du coup tu faisais une draft comme ça. Et bon, forcément, comme tu dis, il y avait la part de RNG, mais c'est vrai que Magic, c'est quand même un jeu aussi coûteux. C'est-à-dire, si vous voulez jouer à Magic en T1 de mémoire, il faut des cartes. Si vous n'avez pas des cartes de la première édition, ça va être très compliqué. Donc, eux, comment ils ont trouvé la solution Magic? Eh ben, ils ont fait des formats de tournois où des extensions sont autorisées et non pour limiter un peu le coût. Et il y a le système de draft que tu viens de dire tout à fait qui peut te permettre pour un joueur débutant mais qui est bon sans avoir une grosse collection de pouvoir tout de suite être compétitif et de faire une compétition avec très peu de cartes juste sur ses skills quoi. Donc toi tu voudrais ça en fait, tu voudrais que moi c'est ça qui m'avait fait accrocher à Hearthstone, ceux qui connaissent le mode arena. Ouais, le mode arène. C'est exactement ça, c'était tu jouais, alors tu pouvais quand même jouer gratuitement, mais c'était un jeu Web 2, donc je sais pas si c'est vraiment comparable. Ou éventuellement tu payais, je crois qu'il y a plein de gens qui payaient les arènes. Et ouais, si tu performais assez bien, tu pouvais jouer en boucle à l'infini et gagner des rewards en boucle. C'était hyper addictif comme mode, c'était incroyable. donc ça c'était une expérience de jeu et que tu as envie de retrouver dans CTA du coup. Ouais. Ouais, Et après, on verra. J'ai cru que c'était prévu, mais que légalement c'était un peu compliqué du coup, vu qu'il y a un paramètre financier. Donc bon, faut pas être trop pressé, mais peut-être que ça reviendra avec les tournois. à quel point tu fais référence qui est compliqué Je crois qu'ils avaient mentionné parce que tout ce qui était tournoi in-game notamment, ils avaient plein d'idées pour faire des sit and go, etc. Mais légalement, ça a été retardé parce que légalement, tu peux pas faire un jeu d'argent comme ça sans avoir les autorisations. Il me semble que tu peux gagner que des. C'est pour ça qu'ils font gagner 0 NFT si vous regardez bien. Si vous regardez bien, on gagne jamais de NFT. On gagne que des cartes PEX.
Et que du coup, c'est comme ça que je crois qu'ils ont trouvé la parade pour rester, enfin la parade, je sais pas si on peut appeler ça une parade, mais en tout cas pour pouvoir rester dans les clous, c'est que du coup, tout ce qu'on gagne, globalement, c'est en flex. Et si on veut le vendre, c'est à nous de prendre la décision de le minter, donc le minter de le transformer en NFT, et après, on rentre dans le milieu du Web3 par cette décision-là de faire le mint. Donc, et d'ailleurs, ça nous fera après la transition sur la récompense. C'est vrai que du coup, aujourd'hui, maintenant, on peut gagner des mints. On peut gagner des mints, avant, on ne pouvait pas en jouant. Donc, du coup, pour conclure un petit peu sur cet aspect-là, idéalement, vous voudriez quoi? Un jeu forcément plaisant avant tout, plutôt qu'on joue quand même pour le plaisir, mais aussi quand même avec des récompenses intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a les deux, en fait. Aussi. Tout à fait, ouais. Mais qui soit facile d'accès pour un free-to-play, notamment peut-être pour favoriser l'adoption, parce qu'après tout, l'adoption, ça passe. On a l'impression que ça passe obligatoirement par un accès facile pour les free-to-play. Ouais, c'est ça. C'est indispensable si tu arrives, parce que soit tu arrives au début, effectivement, tu te sens en égalité avec tout le monde, soit si tu arrives plus tard, t'as pas envie de commencer un jeu en sachant que tu n'as aucune chance de gagner. Ouais, sur un pied d'égalité avec tout le monde. Si tu as l'impression que le train il est parti trop vite ou il est parti c'est trop tard, tu n'as plus trop envie de le prendre. Alors il faut qu'à un moment donné, il y ait une possibilité que le train s'arrête et reparte avec. Quoi. Il faut trouver des moyens comme ça, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est toute la difficulté des TCG d'ailleurs. Hein. Parce que Magic, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire des extensions tout le temps, constituellement et avec des formats de compétition comme ça. Hein. C'est le seul moyen, je crois, qu'ils ont trouvé. C'est intéressant de voir comment ils vont faire CTA là-dessus. Parce que là, il y a quoi? Il y a 3 codes. Dans la bonne direction, je pense, mais on verra ce qui nous prépare. Et du coup, vous, c'est important pour vous quand même l'aspect earn ou c'est plutôt l'aspect plaisir qui compte pour vous? C'est lequel le plus important pour vous si vous devez choisir entre l'un et l'autre? Moi, ça reste quand même l'aspect plaisir et j'irai même plus loin, l'aspect compétitif. Tout le monde sait depuis le début, de toute façon, tu l'as dit au début avec le ladder, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté stratégique du jeu, le côté tournoi, compétitif. Dépassement de soi Ouais, c'est ça, un peu. Et donc, bon, ça fait partie du plaisir aussi. C'est une partie du plaisir de jeu, mais voilà, c'est vraiment cet aspect-là qui m'intéresse. Et toi, Dunky? Ouais, je trouve que c'est une chimie parfaite entre les deux. Je suis pas sûr qu'il faut vraiment choisir entre les deux. Justement, c'est le combo des deux, moi, que je trouve incroyable. Le fait de pouvoir jouer et de te dire que ton temps, il est utile et c'est pas du temps perdu. Moi, c'est ça que je trouve incroyable. J'adore la compétition, donc je prends du plaisir à jouer de base. Mais c'est pour ça que je trouve le gaming Web 3 incroyable, c'est le fait de rajouter cette composante earn. Pour moi, du coup, si tu dois choisir entre un jeu Web 2 ou Web 3, j'ai envie d'aller tout de suite sur le jeu Web 3. Si tu me dis que le jeu est le même, tu vois, entre les deux. Bah oui, c'est clair. C'est un truc incroyable. Et qu'en plus, tu peux être rémunéré, pourquoi se priver? C'est clair. C'est clair, ouais. Donc finalement, l'idéal, ce serait. Ça rajoute un petit peu un intérêt à la compétition. Alors qu'avant, moi, j'ai souvent arrêté des jeux parce que je faisais de la compétition et puis à un moment, tu dis, ok, mais là, je suis en train de passer des heures et des heures et des heures tous les jours à faire des perfs incroyables et je gagne 0, voire même ça coûte des sous. Et en fait, t'es là, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? J'en fais mon métier ou ça se passe comment là? Sauf que financièrement, ça marche pas. Tu peux pas en faire ton métier aussi, à moins de devenir joueur pro, mais c'est hyper difficile. Alors que là, tu peux jouer même sans. Tu vois, tu gagnes progressivement. Tu n'as pas besoin d'être top pour t'en faire un salaire. Tu peux jouer c'est parti plaisir et puis ça te fait un mini gain qui fait toujours plaisir. Ouais, moi je pense que c'est ça. Hein. C'est ça le combo magique d'un jeu plaisant du Web 2 avec l'intérêt financier du Web 3. Si tu arrives à trouver à faire les deux, c'est clair, c'est game changer, hein, c'est game breaker. Hein. C'est clair. C'est clair. Et du coup, si tu as le côté compétitif, le côté gameplay plaisant et derrière en plus le côté rémunérateur, là aujourd'hui, est-ce qu'il y a un jeu qui répond à ces trois-là? À l'instant T, il n'y en a pas, hein, si vous regardez bien. Après c'est difficile de juger parce que après chacun a sa définition chacun a les jeux qui lui font plaisir ou pas. Pour moi le jeu de CTA il me plaît aujourd'hui, donc pour moi la recette elle y est pour CTA. Peut-être que pour d'autres joueurs qui sont moins TCG
qu'ils vont plutôt aller vers Illuvium ou vers d'autres jeux, que chacun trouvera le jeu qui lui correspond. Alors moi je dirais que CTA, ils sont en train d'essayer de trouver la recette, mais elle n'a pas encore été totalement trouvée. C'est pour ça que je dis que CTA se dirige vers enfin l'ambition elle se dirige vers là, mais on le voit bien là avec le redesign du TCG et les problématiques qu'on trouve dans le gameplay là, qui sont en train d'être corrigées au fur et à mesure. Ils n'ont pas encore trouvé la recette. Je dis pas que le jeu n'est pas plaisant, mais on n'est pas encore arrivé à un jeu d'un niveau qui a réussi dans le Web 2. Ils font évoluer la recette pour plaire à plus de monde. Pardon ? Oui, ils font évoluer la recette pour plaire à plus de monde. Ah oui, non, Ils font évoluer le jeu, et puis c'est bien ce qu'ils font. Ah, le potentiel, il est là, hein, ça c'est clair, il est indéniable. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, la recette a été trouvée ? Ah bon, c'est jamais fini une recette de toute façon d'un jeu, c'est jamais fini, il faut toujours que ça évolue. Mais en tout cas, moi je prends déjà du plaisir à jouer et à faire la petite compétition sur le ladder, donc pour moi le plaisir est là. Non, mais c'est clair. Après on va voir comment ça va évoluer et si le gameplay va être encore plus plaisant et plaire encore à plus de monde. On verra ce que nous réserve la suite. Donc du coup, on va faire une transition sur les récompenses. Ouais. Alors vous, en plus, vous êtes bien placé pour en parler, puisque les récompenses... Peut-être un peu trop bien placé aussi. On va pas être objectif. J'essaierai d'être l'avocat du diable. En plus, vous avez connu l'ancien système et le nouveau système de récompenses. Alors, pour faire un bref rappel, l'ancien système, en fait, on avait des récompenses qui étaient vraiment très importantes pour les tout premiers. Et il n'y avait pas grand-chose en dehors du top 64 de mémoire. C'était ça. En gros, le premier touchait énormément, le deuxième un peu moins, le troisième un peu moins, toujours. Mais c'était vraiment... Les rewards étaient concentrés vraiment sur le top du ladder. Et puis on descendait de paliers, donc c'était 1, 2, 3, 6, 12, top 16, non, top 8, top 16, top 32, top 64. Et à chaque fois, ça diminuait en quantité de récompenses. Et là, ils ont complètement changé le mode de distribution des récompenses, mais ils ont amené aussi des nouvelles récompenses. Donc, pour rappel, vite fait, avant, on ne pouvait pas gagner de free mint, on ne pouvait pas gagner non plus d'animation level 2. On ne gagnait pas d'énergie, mais bon, les énergies, avant, il n'y avait pas trop d'intérêt parce que c'était pas prêt. Et on ne gagnait pas non plus. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas gagner ? Non, c'est tout. C'était vraiment les nouveautés. Par contre, tout le monde peut gagner plus facilement maintenant les shards des fameuses mythiques. Alors qu'à l'époque, c'était bien plus compliqué pour avoir des shards mythiques. C'était beaucoup plus concentré sur le top ladder. Les shards des UR aussi sont beaucoup plus accessibles, puisqu'aujourd'hui, à partir de... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises, c'est à partir de diamants qu'on gagne en flex. Ouais, c'est ça. Et que tout est flex. À partir de diamants, tout est flex. C'est-à-dire les cartes, les shards, les cartes. Non, pas les boosters. Tu as raison. Boosters, c'est à partir de champion. C'est à partir de gladiateur qu'on garde des cartes flex et à partir de champion qu'on garde des boosters flex, tu as raison. Et en diamant, il y a toutes les flex sauf les cartes. C'est-à-dire qu'il n'y a que il y a que les shards qui sont flex. Les shards, c'est à partir des platines. Attends, laissez-moi regarder. Vous me mettez un doute, que j'avais regardé avant, et là vous me mettez le doute. Les flex, oui, c'est à partir de... Tout à fait, à partir de platine, tout à fait. Donc en fait, grosso modo, maintenant, en gros, quelqu'un peut gagner, quelqu'un qui est dans le top 400, 500, peut gagner des shards de mythique. Chose qui n'était pas possible, complètement peut-être impossible. Même encore plus bas, je pense. Peut-être même encore plus bas. Ouais, probablement 600-700, ouais, tu as raison. Et oui, parce que plus l'ERA avance, et plus il y aura de personnes qui sont en diamant, et donc plus les personnes qui sont aussi en platine. Mais au début, on va dire qu'au début, ça dépend de la durée de l'ERA. Mais alors qu'à l'époque, en grosso modo, si vous n'étiez pas dans le top 120, vous n'aviez pas de char mythique, je crois, de mémoire. À peu près. Je me rappelle plus trop de ça, du coup. Mais ouais, ça devait être à peu près ça. Et du coup, vous, 65, je sais plus. Qu'est-ce que vous pensez de ces changements ? Vous, en tant qu'ayant connu bien les deux systèmes, qu'est-ce que vous pensez ? C'est clair que le premier, il y a... Même si avec Denki, on a bien mangé, mais on en avait trop. Et si on est objectif, on en avait trop. Parce que j'ai quand même fait avec Denki, je crois, on a fait à peu près 40 solis exclus chacun. Donc ça fait quand même beaucoup. Maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu trop étalé.
entre les gens qui sont platine, notamment avec les shards, et le haut du panier, qui ont les mêmes probas en fait. T'as les mêmes probas et le même taux de drop entre un platine qui va jouer de temps en temps et qui va quand même beaucoup plus perdre que gagner qu'un mec qui joue en haut du ladder et qui va jouer contre les meilleurs. T'as dunké, ton avis là-dessus? Ouais, un peu. Alors j'ai plein de choses à dire sur les rewards de ladder, mais commençons par parce que sur les shards, On commence par les shards. Non, mais je vais comparer peut-être le système d'avant après. Effectivement, les shards sont beaucoup plus étalés, beaucoup plus accessibles qu'avant. Donc le terme exclusif a un peu perdu sa superbe avec ces shards. Après, c'est vrai qu'on en avait peut-être peut-être on allait un peu trop dans les raids d'avant. Déjà, les raids d'avant, je trouve que c'était bien réparti, pas mal réparti. Au début, la première fois qu'ils ont annoncé les solis exclus, je pensais qu'on savait pas trop le système de shard encore, donc je pensais qu'ils donnaient une solis au premier de chaque era. C'était comme ça que j'avais imaginé au tout début, tu vois. Je me suis dit, oula, ouais, moi aussi au tout début. Au début, je me suis dit, putain, ça va être chiant. Je vais te dégoûter si c'est Baba qui les récupère toutes. Tu vois, donc déjà j'étais content qu'ils répartissent un peu. Mais au moins, oui. Donc après, la répartition était discutable, effectivement, mais au moins, le fait d'être réservé à un top limité faisait qu'elles étaient exclusives. Et effectivement, du coup, il y a plein de gens qui les voulaient pour la collection. Et la seule façon de les avoir, si tu n'étais pas dans le top, c'était de les acheter. Aujourd'hui, il y a tellement de shards exclus que, en fait, il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent en acheter parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent les avoir directement. Du coup, la reward perd un peu en valeur, si tout le monde peut en avoir. Oui, de toute façon, la valeur elle est déterminée par la rareté, forcément, et la loi de l'offre et la demande. Donc, du coup, c'est vrai que si l'essentiel des joueurs arrivent à avoir eux-mêmes, crafter eux-mêmes leur boutique exclusive ou leur ultra rare exclusive, c'est vrai que du coup, ça diminue la valeur du shard intrinsèquement. Mais après, une fois que ça s'est dit, je pense qu'il faut aussi se demander quel est le but des rewards du ladder. Parce que pour le coup, je pense que les nouvelles rewards sont mieux que celles d'avant. Parce que je pense que le but des rewards de ladder, c'est pas forcément de récompenser les meilleurs joueurs, mais plutôt d'inciter tout le monde à jouer. Et jouer le plus possible. Et pour moi, c'est ça, effectivement, le but d'un ladder. Le but des rewards actuels, finalement, c'est cohérent avec cet objectif-là. C'est-à-dire que plus tu joues, plus tu gagnes. Et finalement, c'est pas tellement les meilleurs joueurs qui sont récompensés, c'est ceux qui joueront le plus. Et c'est pas forcément ce qui me convient, hein, mais je pense que c'est cohérent d'avoir des rewards dans cette direction-là, avec cet objectif. En fait, si on fait un système de ladder et de tournois d'un côté où il y a des rewards pour récompenser la performance, et de côté récompenser la régularité, finalement, hein, c'est la régularité dans la performance, oui, c'est pas mal, ouais, c'est clair. De toute façon, je me souviens parce que j'avais discuté avec Lolomi au HL, et en gros, leur position vis-à-vis des tournois, c'est qu'on gagne. Je me souviens, j'avais demandé est-ce qu'on gagnerait du tricep, par exemple, qu'on gagnait beaucoup. Le tricep, c'est quand même important à gagner dans les autres eras. C'est quand même pour le tricep. Et au HL, on a eu 0 tricep. Et j'avais demandé à Lolomi, je sais qu'on aurait du tricep, il m'a dit non. Les tournois, en gros, lui, il voit vraiment ça comme avec un vrai gain financier, avec du cash price et des lots, quand même des lots d'exception, mais il y a quand même un côté vraiment vraiment de l'argent à gagner, quoi. Alors que dans le ladder, en effet, il n'y a pas d'argent à gagner proprement dit. Il y a des assets qui valent de l'argent, mais il n'y a pas d'argent à gagner. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est vrai que ce modèle-là, ça vous convient, ça? Vous trouvez ça pertinent? Je pense que pour moi, c'est un bon équilibre d'avoir effectivement le ladder qui incite à jouer beaucoup. Comme ça, au moins, tout le monde... On a bien vu les dérives du système d'avant, où du coup, forcément, tu es incité à pas trop jouer parce qu'il faut que tu gardes ta place. Tu es incité à tricher parce que tu veux aller chercher les rewards que tu ne pourrais pas avoir sinon. Du coup, ça entraîne... C'était pas idéal comme système, alors que là, au moins, tout le monde joue. Tu ne te prends pas trop la tête à te dire... Il faut absolument que je reste dans tel classement, sinon je vais perdre les rewards de la semaine.
que Moi, ça me manque quand même. Hein. Les soirées de samedi soir, ça me manque pas. Hein. Moi, ça me manque un peu. Moi, ça me manque. Moi, ça me manque ces petites journées de stress. Où tu sais, t'es là, allez, là, il faut que je me batte pour mon spot là avant le mercredi matin. Moi, j'aimais bien. Alors, des fois, c'était peut-être un peu trop, mais moi, ça me manque. C'est ce que je kiffais aussi, ouais. C'était vraiment la situation de stress dans laquelle tu te mettais et tu te disais, ouais, il est devant moi, il reste plus qu'une heure, allez, vas-y, il faut qu'on joue, qu'on lui repasse devant, sinon je vais perdre mes rewards, tout ça. Et ça manque un peu, c'est un aspect compétitif qu'on a perdu. On est beaucoup plus dans le. C'était trop peu de joueurs. Jouer beaucoup plutôt que bien. Et avec, jouer bien surtout. Et beaucoup plus dans lancer des games un peu en mode robot, même sur 2-3 comptes en même temps. Et faire un max de shards. Ouais. Mais c'est ça un peu pour moi, par contre, après c'est à réajuster, mais ce que je trouve dommage effectivement, c'est que il y a plusieurs rewards dans les récompenses de chaque partie. Donc il y a les packs, les cartes flex, les shards, le tricelle. Et en fait, toutes les récompenses sont axées autour de récompenser ceux qui jouent le plus. Alors je trouve que c'est dommage, ils auraient pu moduler un peu plus. Et tu vois, par exemple, ce qu'il y a sur le tricelle, parce que l'inconvénient du système actuel, c'est que bon, là, je pourrais jouer un compte en champion, ou alors je peux en jouer deux en même temps en gladiateur. Et en gladiateur, je vais gagner beaucoup plus de rewards en jouant deux comptes d'affilée. Et ça, je pense que c'est pareil, il y a quelqu'un qui a un niveau de diamant, il pourra sûrement jouer deux comptes en platine et gagner beaucoup plus de rewards. Oui, ça favorise le farming. Et après, pour ça, par exemple, le tricelle le fait pas trop mal, même si, typiquement, là, si on reprend les exemples proposés, tu seras quand même beaucoup plus rentable avec deux comptes qu'avec un seul. Mais bon, pour le tricelle, je pense qu'on peut réajuster, mais globalement, on monte encore. Ouais, mais au-delà des shards, on a quand même perdu, nous en tant que top ladder, on a quand même perdu beaucoup de cartes. Parce qu'avant, là, on gagne que quelques boosters par-ci par-là, ou même quelques cartes par-ci par-là en gagnant des games. Mais avant, en étant premier chaque semaine, on gagnait notre Oméga. Hein. Et notre Neo Chess, même à un moment, il me semble. Donc, on perd quand même beaucoup de cartes par rapport au système, à l'ancien système. Du coup, Baba, toi, c'est quoi ton avis sur le global? Si tu rejoins Dunky ou pas? Moi, j'attends que vous ayez fini pour donner le mien. Je rejoins Dunky. Hein. Moi, je suis d'accord que c'est bien pour inciter les gens à jouer. Maintenant, je pense qu'il y a un entre-deux quand même à trouver pour récompenser la qualité d'un joueur. Après, voilà, pareil, toujours, je sais pas si je suis très objectif en disant ça, mais pour moi, il manque l'aspect compétitif un peu au ladder. Ouais, moi, je suis d'accord. Pour moi, je trouve que le nouveau système est mieux, clairement, mais il favorise un peu trop l'aspect farmer. Moi-même, je me retrouve plus en mode farmer qu'en mode compétiteur, parce que ça me motive pas plus que ça à être champion à l'instant T. Pourquoi? Parce que quand tu es champion, tu mets plus de temps avant de ping un joueur. Quand tu es gladiateur ou diamant, tu ping tout de suite les gars, ça joue beaucoup plus vite. En champion, une partie en champion, il y a un effort plus important à fournir pour pouvoir gagner le match. Les mecs, ils jouent avec une plus forte intensité, ça réfléchit plus. Donc du coup, il y a une intensité plus importante et il y a un temps de partie plus long. Et en plus, on met plus de temps à ping. Donc pour moi, je trouve que, par exemple, sur l'aspect tricelle, j'aurais envie qu'ils en mettent encore un peu plus pour les champions. Pour compenser. Non, pas forcément au niveau du tricelle. Justement, c'était ce que je voulais dire. Pour moi, le tricelle, justement, je pense que c'est réajustable, mais le problème, c'est que si tu augmentes trop en champion, ça peut déséquilibrer. Alors que justement, il y a plusieurs rewards. Et moi, j'aurais plutôt réajusté sur les shards à choisir. Peut-être laisser le tricelle comme il est. Parce qu'en vrai, en champion et gladiateur, on gagne déjà beaucoup de tricelle par rapport à plus bas. Au niveau des shards, par exemple, tu vois, il y a deux types de shards. Ça me paraît très cohérent d'avoir par exemple une shard qui serait accessible à tout le monde comme c'est actuellement, tu vois, qui récompense ceux qui jouent le plus. Donc une exclusive pour ceux qui jouent le plus, un peu comme les New OP par exemple actuellement, peut-être même quitte à réduire leur rareté avec le taux de drop, etc. Et l'autre shard qui serait plus exclusive et peut-être beaucoup plus dur à dropper, uniquement champion, gladiateur, ou alors éventuellement en influant sur le taux de drop en fonction de... Alors moi, j'aurais une proposition à te faire, tu me dis ce que tu en penses. Moi, j'aurais tendance à mettre 3 cartes exclusives par session. Une mythique, une UR et une rare. La rare, elle serait là pour les gens qui sont jusqu'en platine, parce que je trouve ça important aussi que ça motive les platines et les diamants, c'est important.
Et j'aurais tendance à être un peu plus exclusif, à rendre plus difficile le drop de UR mythique, favoriser les champions pour cette UR mythique forcément, et mettre l'UR rare, ultra rare, pardon, qui soit un peu un compromis entre les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais totalement. Après que oui, ça peut être 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, mais dans l'idée, on est d'accord. Parce que je pense que c'est important qu'il y ait des rewards pour aussi les gens qui sont moins compétitifs. Parce que ça les motive aussi, et il ne faut pas que les rewards soient réservés uniquement au top 110. Vous voyez. Aujourd'hui, c'est le top 110 qui. Et quitte à jouer avec le taux de drop, tu vas faire. Parce que c'est important aussi, je pense enfin, que le fait de tryhard un seul compte soit mieux valorisé que d'en farmer sur 2 comptes. Pour revenir là-dessus, pour revenir sur ce point-là aujourd'hui, les gars, et je vous vois tout le monde. Quand les mecs sont champions, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent de jouer. Parce que on a tous un ego, on a des compétiteurs, on a tous un ego. On a notre compte sur le podium, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je l'ai fait aussi, hein, et je sais que vous l'avez fait aussi. Vous avez votre compte sur le podium, qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous le laissez sur le podium et vous allez sur votre Smurf. Ouais, mais moi j'attends j'attends qu'on me dépasse. Moi, ça me démange en fait de lancer sur mon compte principal. Alors, j'aimerais, là par exemple, je crois que je suis encore top 1, mais ça me démange. J'ai envie de jouer sur mon, sur mon main, quoi. J'ai pas envie d'aller sur mon Smurf. Oui, pourquoi tu... Pour l'ego. On est d'accord. Donc on est d'accord. Mais ça me démange. Moi j'ai envie qu'on vienne me dépasser et que, en fait, je me dis que si là je lance, je vais peut-être gagner des rewards, tout ça, mais mon ego il est peut-être un peu plus fort que ça, tu vois. Donc j'ai pas envie de jouer. Alors que si on me dépasse, je vais avoir l'appât du gain et en même temps l'appât de l'ego. Et envie de reprendre la première place. Donc il y a les deux qui jouent en même temps. Et est-ce que tu penses que s'ils faisaient un système, par exemple, où tu avais plus de récompenses quand tu jouais avec le statut champion, est-ce que ça te ferait oublier cette première place et tu jouerais, allez, tant pis, quitte à ce que je perde la première place, parce que on sait tous que quand même, il y a quand même une RNG qui est quand même assez importante dans ce jeu-là, et c'est quasiment impossible de rester top 1 en jouant constamment. C'est-à-dire qu'on a tous des séries de lose et des séries de win, et c'est vrai que ça pousse forcément à un moment donné à se dire allez, j'ai fait une perf avec un de mes comptes, je passe à l'autre compte, j'attends que quelqu'un vienne me déloger avant de continuer à jouer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, après pour moi c'est pas le plus gros des problèmes encore. Je pense vraiment que la faille en tout cas au système actuel, c'est surtout le multi-compte en simultané. Ça reste vraiment la plus grosse faille pour moi, plus importante que le fait de jouer ses Smurfs un par un et de les monter. Oh, c'est pas problématique en soi, je dirais, de monter un Smurf. Ça, c'est pas problématique, ça reste du jeu. Non, mais ce que je trouve dommage, en fait, effectivement, ce qui est dommage, c'est que c'est mieux valorisé que le fait de tryhard. En fait, du coup, ça pousse plus à monter un compte, puis après monter un deuxième, ou faire du multitask en mode fermier comme Dunky a. Faire l'un après les autres, ça t'apporte pas grand-chose globalement, à part pour l'ego, le fait de regarder un et couper l'autre. C'est plus le fait de jouer plusieurs en même temps qui rapporte beaucoup plus. Donc pour vous, est-ce qu'il y a un besoin de repenser les récompenses pour le top ladder? Moi, je trouve qu'il y aurait, je trouve qu'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de différence entre le 1 et le 10e. Moi, je trouve ça dommage. Après là, on a un système un peu. Ça me gêne moins parce que justement. C'est pas le truc qui me dérange le plus. Moi, c'est surtout entre platine et champion. Tu vois, il y a quand même un gros gap en termes de rang au ladder. Et quand tu as les mêmes probas et quasiment les mêmes rewards, mis à part au niveau du trivel, c'est clair que c'est pas la même. Parce qu'après, tu as des boosters, tu gagnes en tant que champion, tu gagnes des boosters et des cartes. Mais les boosters, ils sont tellement rares. Et en plus, dedans, tu as quasiment tout le temps des communes, des incommunes et une ou deux rares. Tu vois. Donc, c'est pas ça qui fait une énorme différence. Non, et puis, ouais, c'est vrai que. Ouais, puis moi, je sais pas. Moi, j'ai un peu du mal avec le côté aléatoire des rewards tout le temps. Toutes les rewards aléatoires. Mais bon, après, ça, c'est. Parce que, tu verrais qu'il y a des rewards. T'as un pourcentage de chance de choper une shard. Ensuite, tu fais ta carte. T'as une carte aléatoire. Du coup, en fait, typiquement, j'attends toujours d'avoir des exclus alternatifs, par exemple. Pour l'instant, j'en ai pas eu. Ok, je vois. En fait, tu aimerais qu'il y ait plus de garantie dans la qualité des rewards quand tu perfs, en gros. Après, je pense que je vois l'intérêt du côté aléatoire. Donc, je pense que parce que là, on regarde un système qui est entre guillemets partiel, parce qu'après CTA, ils ont aussi les tournois qui vont arriver à côté. Oui, parce qu'il y a les tournois justement pour les rewards. Pour les grosses rewards, pour les fêtes de tryhard, il y aura les tournois qui vont récompenser plus ça. Donc, ouais, là,
justement, les tournois, ils sont là pour pallier à ça, parce qu'en tournoi, celui qui est numéro 1 OHL, il avait la S-Foil. Et du coup, il avait une garantie d'avoir une carte de qualité avec sa performance, chose qu'on n'a pas en ladder. Donc, du coup, c'est vrai que s'il y a les deux systèmes, moi, je trouve ça vraiment top. Hein. En étant des rewards garantis, des qualités de reward garanties en tournoi, et ce côté aléatoire en ladder, en vrai, c'est vu que, comme tu l'as dit, le but, c'est de pousser à jouer, finalement, l'aléatoire pousse à jouer aussi, quoi. Donc, vraiment, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait un intérêt plus important à tryhard? Alors, parce que c'est ça qui finalement le reproche que vous feriez, vous, même si vous trouvez le système, vous le trouvez bien, qu'est-ce qui pourrait le rendre vraiment top, quoi? Qu'est-ce qui manque pour moi, c'est un entre-deux entre les premières eras et les runs maintenant. C'est-à-dire qu'il faudrait une exclue ou une reward qui soit droppable à l'aide de proba, comme les shards actuellement, et d'autres rewards qui seraient gagnables en fonction de ta perf de la semaine, quoi, comme il y avait à l'ancienne. Il y a Priest Bull qui dit en commentaire, pourquoi ne pas adapter le taux de drop au pourcentage de victoire du joueur? Alors, je vous laisse répondre ou je me réponds? Vas-y, je vous laisse répondre. Moi, je vais bien répondre. Moi, je trouve pas que ça soit ouf comme solution parce qu'en fait, il y a des gens, ils vont plus jouer que d'autres. Et donc, automatiquement, ton pourcentage de win et de défaite, il va augmenter ou baisser par rapport à un mec qui va jouer juste 50 games et qui va avoir peut-être potentiellement un taux de win supérieur au tien. Oui, tu vas commencer en silver gold, tu vas avoir un win rate incroyable et c'est pas représentatif du. C'est plus tu joues. Sinon, tu recommences à chaque fois plein de nouveaux comptes, tu transfères tes cartes et à chaque fois tu as un taux de win de 75-78%, quoi. Ouais, je trouve que le win rate, c'est pas. En vrai, je trouve que le win rate, c'est pas un indicateur. Ça veut rien dire. En fait, il y a des fois, tu es en mode j'ai envie de farmer, je cherche pas forcément à gagner. Il y a des fois, tu es en mode compétitif, tu veux vraiment jouer la gagne. Donc, le win rate, il est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu es en mode compétitif et des fois, tu l'es pas. Donc, le win rate, il représente pas forcément ton niveau de jeu, je trouve. Même si ça doit être un bon indice, hein. Ça reste quand même un bon indice. On est d'accord que quelqu'un qui gagne. C'est un bon indice au début, quoi. Quand tu commences, c'est ça au début, quand tu commences à fond dessus. Ouais, parce qu'il y a des fois, au bout d'un moment, tu es plus en train de farmer. T'es pas. Moi, je vois, moi personnellement, il y a des fois, je suis en mode allez, là, j'ai envie de jouer, j'ai envie de performer, j'ai envie de gagner. Il y a des fois, je suis en mode je joue tranquille, je me prends pas trop la tête et je farme en même temps parce que c'est quand même un effort plus important de jouer d'une perf que de farmer, clairement. Ouais, c'est ça. C'est pas le taux de win d'un tournoi, là, on est vraiment sur le taux de win d'un ladder, du coup. Et tu joues pas sous les mêmes conditions tout le temps, pas pareil que les autres. Des fois, tu testes des trucs, des fois, tu joues sérieusement. Ça mélange beaucoup de choses. Tout à fait, il y a des fois tu testes des decks, tu testes des nouvelles et ça, donc forcément tu vas faire baisser ton win rate. Et des fois tu vas accepter de perdre plus de matchs parce que tu veux faire du testing. Et il y a des fois, voilà, donc ouais, non, je suis pas sûr que ce soit le meilleur indicateur. Après, désolé, j'aime bien ton idée, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure la solution. Mais indirectement, l'idée est là. Le but c'est de récompenser en fonction du niveau du joueur et le niveau du joueur, en théorie, c'est le palier auquel il est en train de jouer. Ça correspond au palier qui sont pas mal. Et pour le coup, différencier entre 1 et 10, je sais pas si. Moi, j'aurais envie quand même. J'aurais envie un petit peu au moins le podium, quoi. Au moins le podium et. Oui, mais c'est bien, mais je pense que c'est pas. Donc tu vas le perdre ton top 3. Tu vas bouger tout le temps. C'est bien d'avoir un peu de marge de jeu et de pouvoir te dire je joue, mais même si je perds 2-3 parties d'affilée, je passe de premier à 7e, j'ai toujours mes rewards, je peux continuer à jouer. Alors, moi, j'ai réfléchi à un truc, une idée tout simple. À chaque fois que tu touches le podium, tu as un reward supplémentaire. Je ne sais pas lequel, je n'ai pas réfléchi, mais juste le but d'aller mettre le pied sur le podium, bim, tu lootes automatiquement un reward, tu vois. Et ça, du coup, ça va pousser les gens à aller déloger, par exemple, Baba quand il est tranquille là-haut. Et ça peut être un moyen juste de mettre un côté compétitif dans le top, dans le top du top. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, après, il reste encore à voir ce que tu veux mettre comme reward, c'est surtout ça aussi. Tu veux une emote? Ouais. Après, on est pas, il y a des fois, tu as envie de compétir, tu as envie de performer malgré qu'il n'y ait pas de reward. Mais c'est vrai que c'est toujours motivant d'avoir une reward. Donc, je me dis, tu dis, ok, là, le gars, il est à chaque fois que tu touches le podium,
paf, et ben tu lootes quelque chose. Je sais pas si c'est Tricel ou des je sais pas ou des mints ou des free mints ou des trucs comme ça. J'en sais rien. Mais je trouverais que mettre une petite couche de reward supplémentaire pour le podium, je trouverais pas ça déconnant. Ouais, c'est clair de toute façon. Parce que du coup, ça crée... Vas-y, dis-moi. Bah, même au-delà des rewards, en termes de compétitivité au ladder, on a quand même perdu le classement général sur les semaines. Et du coup, aujourd'hui, bah, tu vois juste le premier de chaque semaine. Il n'y a plus un classement général qui fait que tu as envie de gratter des points pour aller récupérer ta première place au général. Il manque un Hall of Fame. C'est vrai que on a perdu le côté circuit qui était très sympa, je suis d'accord. C'est vrai. Bah, c'est pas évident. Hein. Ils ont répondu à des défauts avec le nouveau changement, mais on a perdu certaines choses qu'on aimait bien. Pour le coup, je pense que le nouveau système est pas mal. Hein. Je toucherais juste, par exemple, à une des chartes, tu vois, genre l'ordinateur, juste la rendre beaucoup plus rare et tu vois, avec un gros taux de drop aux champions pour faire une carte qui soit vraiment exclusive pour les top leaders. Même si ça, je sais que tout le monde n'est pas fan, mais il y a des cartes exclusives pour la team, il y a des cartes exclusives pour les investisseurs, il y a des cartes uniques pour les Golden Legacy. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une carte exclusive vraiment réservée aux top leaders qui soit hyper dur à avoir, mais qui du coup aurait de la valeur. Ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu penserais de l'idée, par exemple, que le top ladder, t'aies des shards un peu spéciaux qui te garantissent une alternative? Je pense que c'est une idée qui m'est passée comme ça. C'est peut-être un truc aussi. Ouais. Parce que je veux dire, par exemple, toi, quand t'as les shards classiques, c'est-à-dire que tu peux drop une alternative ou une standard de rang, voilà. Mais quand tu drops un shard un peu spécial qui, lui, te garantit une alternative. Après, tu sais pas le rang. Je sais pas, ça pourrait être une solution. Mais après, il y a quand même toujours le problème de la rareté de la set, hein, donc je sais pas. C'est une idée qui m'est venue. Je sais pas si vous trouvez ça valable. Ouais, moi je trouve ça viable. Après, faut toujours penser à la globalité des joueurs. C'est-à-dire que si tu commences à mettre des shards qui vont te donner des alternatives, des shards qui vont te donner que des standards, des shards qui vont te donner un peu des deux, bah, à la fin, il faut essayer de tout comprendre et de faire un truc qui soit compréhensible de tout le monde. Donc, ouais, c'est vrai. Faut pas trop complexifier. Ok. En tout cas, pour conclure là-dessus, vous trouvez que le système il est bon et actuel, mais vous aimeriez bien retrouver un peu de l'ancien système dans le nouveau système. Sur ce plan. Après, c'est un équilibre, je pense que ça va dans la bonne. Ouais, encore une fois, c'était un bon changement. Ça permet de remettre vachement de dynamisme sur le ranked. Donc, on tag quasiment tout de suite à chaque fois, même en top leader. C'est vrai. Donc ça fait du bien aussi. Mais après, voilà, aucun système n'est parfait et tout mérite d'être ajusté. Non, c'est clair. Moi, en tout cas, je trouve que ça reste globalement un changement très positif. Mais si on pouvait voir ces petits détails là dont on a parlé qui pouvaient rajouter cette petite touche de compétition et d'intensité, je pense que ce serait pas négatif, ce serait vraiment cool. Et allez, on va finir sur le dernier thème que je vous avais dit. On va parler du foil, la carte foil, parce qu'on parle de reward, on parle de rareté justement. On parlait et le foil, a priori, c'est quelque chose qui est censé être rare puisque le taux de drop de foil c'est 10%. Donc aujourd'hui, la carte la plus rare possible, ce serait une S foil globalement. Alors une mythique S-Foil, ou non, c'est l'unique la plus rare, mais bon, ça c'est pas leur catégorie, on va dire. Mais aujourd'hui, que pensez-vous du foil? Est-ce que pour vous, le foil, il est valorisé à sa juste valeur? Qu'est-ce que vous pensez du foil? Valoriser à sa juste valeur, tout est une question de point de vue déjà, je pense. Après, je ne sais pas si tu voulais qu'on parle surtout de l'utilité que ça pouvait avoir selon certaines personnes ou tout ça. Pour moi, ça reste que cosmétique et ça n'aura jamais d'autre intérêt. Donc, je pense que comme question, c'est très subjectif. C'est vraiment un type de carte plus pour les collectionneurs, donc c'est compliqué. Si on regarde le marché, grosso modo, une carte foil, elle est 10 fois plus rare qu'une non-foil. Donc, techniquement, on devrait se dire, est-ce que ça valorise 10 fois plus? Clairement pas. Au moins 2 fois plus, pas vraiment. À une époque, ça a été 2 à 3 fois plus, je dirais. Allez, 4. Et là, aujourd'hui, la valeur, elle est quasiment la même. Hein. Si vous regardez bien, à peu de choses près, c'est la même en foil ou en non-foil, globalement. Et en plus, vu qu'il y a la problématique des crafting, c'est-à-dire que quand vous voulez faire une al combo, c'est plus difficile de la faire avec une foil. Et en fait, ça vous complique la vie. C'est-à-dire que quand vous droppez une mythique foil, vous dites, ah, j'aurais presque limite préféré l'avoir en non-foil parce que
dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais effectivement, je pense qu'il y a... Le sujet se pose à la fois pour les foils et les exclusifs, je pense. C'est que c'est des cartes qui sont purement de collection, qui n'ont aucun intérêt, et c'est très bien comme ça. C'était le but au départ. Enfin, c'était comme ça que ça a été vendu dès le départ, de dire que c'est juste des skins de la même carte et tu fais la même chose. Donc ça, là-dessus, je pense que côté TCG, côté gameplay de manière générale, je pense que c'est bien que ça reste purement de la collection et Cosmetique. Après, ça n'empêche pas de donner des utilités autour. Typiquement, il y a eu le cas par exemple avec l'unique. Une unique aussi, c'est censé être un skin de la même carte. Et pourtant, tu peux l'utiliser pour défendre un land à 100%. À 100%. Et donc, on pourrait très bien imaginer, ok, bah, par exemple, ce slot unique, tu pourrais peut-être mettre une exclusive dessus aussi et dire, tu n'auras pas 100% de bonus, mais peut-être tu auras 10%, 20% de bonus en mettant une exclusive. Ou de dire, si tu défends avec une foil sur un des autres slots, bah, ta défense, peut-être, même si c'est anecdotique, tu vois, un plus 5, un plus 6, peut-être ça peut. L'utilité peut se faire en dehors du gameplay pour pas impacter les joueurs qui n'en auraient pas. Et que pour eux, ça change rien. Mais que le gars qui a une S foil, il se dit putain, là, elle a été utile. Tu vois. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes motivé à avoir du foil, honnêtement, autre que pour l'aspect cosmétique? Est-ce que vous êtes content d'avoir une foil aujourd'hui quand vous droppez une foil? Est-ce que vous êtes content? Dropper une foil, non, pas plus que ça. Maintenant, je sais que quand tu fais des éveils en foil, il y a toujours un petit plus quand tu fais un bon éveil et une bonne halte avec un bon grade en foil. C'est toujours un peu plus kiffant parce que tu sais que ça reste plus rare quand même. Maintenant, en droppant des foils, pas spécialement. Bah, moi, je suis partagé. En fait, je suis d'accord avec toi. Avoir un combo foil avec un grand A, tu te dis, ouais, elle est encore plus rare. Du coup, la super est plus limitée. Donc, c'est quand même, il y a ce côté un petit peu de rareté qui donne un côté sympa. Mais en même temps, ça rend plus compliqué la tâche pour faire ses crafting, quoi. C'est-à-dire que, du coup, il y a des fois, tu te dis, je préférais limite l'avoir en non-foil. Comme ça, moi, je peux crafter mes autres cartes. Ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, du coup, vu qu'il n'y a pas une utilité, c'est pas très valorisé à l'instant T. Le cosmétique à l'instant T, en tout cas, n'est pas très valorisé par le public. Mais dans le TCG, on est d'accord que ce serait pas possible de le faire. Donc, faut pas, surtout. Il faut pas. Ouais, tu dis Tanké, ouais. Ah bah c'est surtout pas. Il faut absolument que côté TCG, ça reste de la collectionnite. Tu vois, de montrer des belles cartes. Du flex, et même dans le gameplay d'Arise, je pense que tu vois, dans le gameplay du joueur d'Arise, je pense qu'il faut pas que ça ait un impact non plus. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait une utilité valorisée aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font des collections full foil ou même les exclus foil rang 1. Il y en a pas énormément qui font la collection. Baba, ton avis toi là-dessus? Bah écoute, je pense que ouais, le TCG au niveau des foils, je vois pas quel intérêt, en tout cas, tu pourrais rajouter à des foils sur le TCG. Ce que je me dis peut-être sur Eurai, ça serait un moyen de gagner, je sais pas, là je spécule, mais un moyen de gagner du trisel un peu plus facilement, avec un meilleur taux de drop de gain de trisel pour une carte foil, tu vois. Mais sinon, franchement, pour moi, ça reste de la cosmétique. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue. Alors, je suis d'accord avec vous. Je pense que sur le TCG, il faut que ça reste de la cosmétique. Je vois pas trop comment ils pourraient le rendre utile, le foil dans le TCG. Vraiment pas. Puis, historiquement, le foil, ça a toujours été cosmétique. Mais, vous connaissez quand même un peu Samy. Il est quand même tendance à vendre l'utilité sur les choses. Et quand vous regardez un petit peu le design pour obtenir notamment les SR foil, pour obtenir une SR foil, c'est quand même très compliqué aujourd'hui. Il y a le taux de 10%, mais pour en avoir une garantie, il faut des mini-passes d'une qualité quand même assez forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir des SR foil garantis en drop, il faut forcément un gold. Sinon c'est aléatoire. Comme il y a une volonté quand même de valoriser les assets rares et donner une utilité, je me demande s'il n'y a pas un truc qui va se passer avec le foil et que l'utilité, on va la retrouver justement dans les autres jeux. Donc pourquoi pas dans Arise. Et il y a un autre indice qui fait penser ça, comme tout à l'heure tu l'as dit, Sidanké, je crois que c'est ça. La carte unique, normalement une carte unique, ça est censé être aussi uniquement cosmétique. Et pourtant dans Arise, elle aura une utilité très importante puisque avec une seule carte, tu pourras défendre au maximum ton terrain. Donc pourquoi pas penser à
je sais pas, peut-être des terrains qui seraient foil. Et du coup, ces terrains foil, et ben, uniquement des cartes foil pourront les attaquer et la défendre. Du coup, ça donnerait une espèce d'utilité unité au foil sans dénaturer le TCG. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. En fait, ce que j'aime bien avec ce qu'ils ont fait, par exemple, ce qu'ils proposent par exemple pour les cartes uniques, c'est que ça n'a pas un impact sur Arise, ça a un impact sur les landes et sur l'économie. Mais un joueur, il s'en fiche qu'il y ait une carte unique qui défende le land ou pas, ça lui change rien. Il voit juste un land à attaquer, il l'attaque, et même s'il n'a pas de carte unique, il n'est pas pénalisé. Du coup, je trouve que c'est pas mal ce système. Ah oui. Tu vois, un joueur, ouais. ça lui est transparent, tu vois. En fait, le fait que le gars ait une carte unique, ça n'empêche pas, toi, ça te rend pas la tâche plus compliquée. Ouais, en tant que joueur, tu t'en fiches. C'est ouais, il a son land à 100% comme d'autres lands. Il va pas avoir un avantage par rapport à d'autres joueurs. Ça ne pénalise pas les autres qui n'ont pas de carte unique. C'est juste qu'il a un petit bonus à avoir sa carte unique qui lui fait plaisir. Et peut-être, c'est un peu comme si, tu vois, si on disait dans le TCG, faire des tournois réservés aux foils. Est-ce que ça te paraîtrait bien, tu vois? Et pour moi, les land foils, ce serait un peu ça, tu vois, ce serait un peu dire que tu vas avoir du gameplay qui va être réservé à des gens qui auront des foils. Et ce qui n'est pas impossible, hein, parce que, tu vois, typiquement, c'est déjà ce qu'on fait en disant que pour faire des tournois, il faut avoir des cartes NFT. On met déjà une barrière quelque part en disant tous ceux qui sont à gauche, ils ne peuvent pas jouer, tous ceux qui sont à droite, ils peuvent jouer. Donc après, c'est juste qu'on mettrait la barrière un peu plus à droite et on exclurait plus de gens de ces tournois-là. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire, qui se fait dans le Web3, hein, mais le problème, c'est que là, pour le coup, ça exclut pas mal de monde. Ça peut être marrant aussi, mais c'est une barrière à tirer au niveau du gameplay de qui peut jouer, qui peut pas jouer à certains événements. Ouais, après, je veux dire, le joueur, il est pénalisé d'une manière, oui, il peut pas attaquer ce terrain, il peut attaquer les autres terrains aussi, quand même. Donc, je dirais, en soi, juste que c'est des terrains un peu... C'est comme faire un tournoi avec des foils, les autres, ils ont toujours leurs tournois normaux. C'est juste qu'il y a ceux qui ont des foils, ils sont contents. Celui qui a une 740 foils, il sera content de pouvoir la jouer et de se dire, putain, je peux la jouer et tout. À voir. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une utilité un jour ou pas? Ou vous pensez que ça va rester purement cosmétique? Purement cosmétique. Je sais pas. Je pense pas que les tournois foils, je pense pas qu'ils feront. Je sais pas. Honnêtement, moi, je pense que dans les mains de la team, je savais qu'ils sauront quoi en faire. Mais... Je pense que sur le TCG, ce sera uniquement cosmétique, mais je serais pas surpris. Après, je serais pas surpris non. Si on veut spéculer, il y a aussi plusieurs types de cosmétiques actuellement. Tu as les exclusives et tu as les foils. Donc, pourquoi avoir mis plusieurs types de cosmétiques? C'est ça aussi qu'on peut se demander. Mais malgré ça, je reste sur le fait que ça reste le foil soit de la cosmétique. Ok. Après, dans le TCG, c'est rien de choquant. À voir comment ils vont nous surprendre ou s'ils vont essayer de dynamiser le marché de la foil et donner l'envie des gens d'essayer de dropper des foils ou de se battre pour des foils. À voir, on verra si ce sera le cas ou pas. Mais à l'instant T, c'est vrai que la foil n'est pas spécialement ultra recherchée quand même. À voir, on verra. Ce serait intéressant de voir ce que... En fait, les autres cartes ont une valeur par leur utilité. Et le foil aujourd'hui n'a pas d'utilité, donc il n'est pas particulièrement valorisé, à part pour le côté collection et le fait de show-off, mais qui ne sont pas très valorisés aujourd'hui. À l'instant T, ouais. À voir ce que ce sera dans le futur, c'est clair. Ce sera marrant de voir, on verra. D'autres choses à dire là-dessus, les gars? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou pas? Ou on finit avec la question de rôle du talk? Là, pas spécialement. On a fait yes. Bon, en tout cas, merci pour votre intervention, les gars. Je finis avec la dernière question. Allez, c'est une question que j'avais posée à Mr. Regan, je vais vous la poser aussi. Si on vous laisse le choix entre être soit maître du ladder ou maître crafter, qu'est-ce que vous choisirez? Maître du ladder, c'est en gros, vous pouvez pas perdre de match. je vais dire ça. Par contre, quand vous craftez, vous faites que de l'AC. C'est obligatoirement de l'AC. Ou soit vous êtes maître crafter, vous faites minimum de l'AB et jamais de C. Par contre, sur le ladder, vous gagnez jamais. Qu'est-ce que tu choisis donc? Maître ladder. Parce que d'accord. Tu revends ce que tu gagnes et tu peux t'acheter des S. Moi, c'est ce que j'aurais répondu. Regame avait répondu. Les S, ça s'achète. Regame a préféré être maître crafter, hein, Mr. Regame. Après, c'est vrai que c'est sympa de craft, mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu de super craft.
je connais pas. Ça marche. Bon, on a des master builders aujourd'hui. Là, je vous remercie d'avoir participé. C'était cool d'échanger de point de vue sur cette thématique-là. À voir ce que le futur nous réserve sur le positionnement vis-à-vis du pay to earn, vis-à-vis du foil, vis-à-vis des récompenses de reward. Et en tout cas, c'était bien cool de partager toutes ces discussions sur ces sujets-là qui me touchent dans le jeu, quoi. Yes, très cool. Et à la prochaine, les gars. Mais merci Drogo pour ce petit talk. Merci. Merci tout le monde. Ouais. Merci à tous. Salut. Ciao, ciao, les gars. Ciao.